Aujourd'hui, on va parler de compléments alimentaires, de supplémentation de la femme enceinte, parce que avant même de tomber enceinte, quand il m'arrivait comme ça de fantasmer à une peut-être potentielle future grossesse, j'avais déjà tout prévu dans ma tête. Le plan était clair, je voulais faire les choses bien, je voulais faire les choses au carré, et pour moi ça passait aussi par la supplémentation, donc nous allons en parler. Avant de vous livrer mes recherches et mes centres d'intérêt autour de cette supplémentation, je tiens à mettre un gros warning. Il est toujours bon de préférer écouter quand même un professionnel de santé, qu'il soit gynécologue, médecin généraliste ou que sais-je encore, plutôt qu'une simple youtubeuse qui n'est pas professionnelle de santé, qui se contente en fait d'être une passionnée de médecine tout simplement et qui fait beaucoup de lectures et beaucoup de recherches sur des sites anglophones et francophones. Donc voilà, il y a quand même peu de risques que ce que je dise soit faux parce que les recherches sont strong, mais encore une fois, je n'ai pas la légitimité de vous donner trop de conseils sur ça, mais j'ai juste la légitimité, va-t-on dire, de vous montrer ce que moi je fais et de vous expliquer pourquoi je me le fais. Alors, j'ai ma liste sous les yeux. Nous allons commencer par ordre de démarrage, c'est-à-dire du début de votre grossesse jusqu'à la fin de votre grossesse. J'ai avec moi des anti-sèches, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, et puis je veux être sûre de le dire dans le bon ordre. Donc la première des supplémentations qui va intervenir dans votre grossesse, ça va être l'acide folique. Alors là, je vais vous dire quelque chose d'incroyable, mais l'acide folique, dans l'idéal, si vraiment on était dans un monde où on pouvait vraiment claquer des doigts et avoir tout ce qu'on voulait en les ayant claqués, un peu comme dans la pub 1 Million, et ce serait de commencer la supplémentation en acide folique au moins 3 mois avant de tomber enceinte. Parce que le corps au moins aura le temps d'être vraiment armé pour pouvoir donner à votre embryon ce dont il aura besoin. Bon, à part être dans un processus de FIV, il est très difficile en fait de savoir à quel moment tu vas tomber enceinte. C'est un peu la roulette russe de ce côté-là. Donc le mieux, ça reste quand même de prendre de l'acide folique le plus tôt possible dès que l'on apprend qu'on est enceinte. C'est-à-dire que quand tu fais un test de grossesse, il se peut que tu le saches entre 2 semaines ou 3 semaines. Voilà, ça va faire 2-3 semaines que tu es enceinte. Sachant que la première semaine, c'est une phase où t'es... Comment dire ? C'est encore un œuf avec plein de cellules à l'intérieur. Donc c'est pas encore tout à fait quelque chose qui se forme. Donc dans tous les cas, commencer à se supplémenter à 2-3 semaines, ça va. Donc c'est aussi pour ça que c'est important, dès que vous avez fait votre test urinaire, votre prise de sang, c'est important d'aller consulter un gynécologue qui pourra donc vous faire le premier examen et qui pourra vous délivrer l'ordonnance pour pouvoir aller chercher votre acide folique en pharmacie. Pourquoi du coup est-ce qu'on en donne et pourquoi est-ce qu'il faut le prendre le plus tôt possible ? Parce que votre embryon, l'une des premières choses qu'il va développer de son stade cellulaire à son stade embryonnaire, ça va être le tube neural. Le tube neural, en fait, comment on pourrait dire ça ? C'est le système nerveux primitif en fait de votre bébé. Et en fait, ça commence par la colonne vertébrale qui forme un genre de puits, un genre de rigole plutôt. Et c'est ça qu'on appelle le tube neural et il se referme, il se soude. Et ça, c'est la base de tout. C'est la base de tout. C'est ce qui va créer du coup le système nerveux de l'enfant, mais c'est aussi en corrélation directe avec sa moelle épinière et son cerveau. Si vous manquez d'acide folique, vous prenez donc le risque que ce tube neural ne se referme pas correctement. Et si le tube neural n'est pas correctement formé ou refermé, eh bien il se pourrait que votre bébé soit exposé à des lésions nerveuses, des troubles de l'apprentissage, de la paralysie aussi, et puis dans le pire des scénarios, Donc voilà pourquoi est-ce qu'idéalement il vaut mieux commencer le plus tôt possible et on dira... Il est plutôt conseillé d'arrêter à partir donc de la 10e semaine de grossesse, pas aménorrhée, de grossesse. Parce qu'à partir de la 10e semaine de grossesse, on considère, en fait le tube est censé déjà être fermé à partir de la 6e semaine. Mais pour être vraiment sûr, il est recommandé en tout cas de poursuivre jusqu'à la 10e semaine parce que tout le monde ne se développe pas de la même façon. Il y en a qui peuvent être plus lents que d'autres. Donc voilà, 10 semaines c'est vraiment en fait le cadre large pour la prise d'acide folique. On continue avec le magnésium. Alors le magnésium, il se peut que vous commenciez à en avoir besoin entre le 2e et le 3e mois de grossesse. Pour ce qui me concerne, j'ai commencé à en prendre dès le 2e mois de grossesse. Pourquoi ? Parce que bébé, à lui tout seul, il va commencer dès le 2e mois
a bouffé une immense partie de vos réserves en magnésium. Il en a besoin, c'est comme ça, il se sert, c'est libre service, mais par contre, c'est pas lui du coup qui va souffrir de la carence. Lui, il en a besoin. Le magnésium, en fait, ça va lui permettre de faire un bon développement massif de cellules musculaires, cardiaques, nerveuses. Et s'il y a carence de magnésium, c'est pas lui qui va en pâtir, lui, il se servira toujours le premier. Celle qui va en pâtir, c'est vous, et ça va vous provoquer des symptômes bien connus de la grossesse, comme par exemple l'apparition de nausées ou l'augmentation de nausées, des crampes aux muscles utérins, donc voilà, des contractions, comme j'ai pu en avoir malheureusement. Vous pouvez faire plus de crampes, vous pouvez être fatigué, ça va accentuer votre fatigue, ça va accentuer vos sautes d'humeur, votre état de stress en fait, d'irritabilité. Vous risquez de faire des malaises, vous risquez de faire de la rétention d'eau, vous risquez de faire de la constipation aussi, d'avoir des troubles du sommeil, donc de pas très bien dormir, voire même de faire des cauchemars, enfin voilà. Tout ça peut être lié au magnésium. Et bien souvent, même en n'étant pas enceinte, on peut déjà être carencé de magnésium. C'est une carence qui est assez courante. Et une petite cure de magnésium, en principe, arrange déjà pas mal de maux. Donc quand vous êtes enceinte, moi j'ai presque envie de dire, mais je ne suis pas docteur, j'ai presque envie de dire que c'est un indispensable. Donc les besoins d'une femme enceinte, ils sont d'environ 480 mg. Et moi actuellement, j'en prends l'équivalent de 300 mg, c'est-à-dire je prends 3 capsules de magnésium le soir. C'est très bien comme ça. J'ai pas envie d'aller au-delà. Et puis de toute façon, je prends d'autres compléments qui me font un apport supplémentaire en magnésium. Puis il y a aussi l'eau épars que je consomme, qui est aussi un apport supplémentaire en magnésium. Donc au bout du compte, je pense que j'ai mon quota, on est bon sur ça. Le magnésium que je prends est un magnésium à haute absorption, je trouve ça sur Amazon. Donc moi actuellement ça me suffit comme ça. Et le magnésium du coup, comme je vous le disais, est à commencer plus ou moins au 2e mois, 3e mois, vous avez un peu de marge quand même. Et je vous recommande vraiment de continuer cette cure tout le long de la grossesse et même après, au moins 3 mois après votre grossesse, pour avoir une bonne récupération de l'accouchement. Et une bonne récupération tout court si vous allaitez également. On continue avec l'iode. Alors l'iode, c'est pas obligatoire. Moi, mon gynécologue m'a dit qu'on allait intégrer doucement de l'iode en supplémentation, mais en vérité, les carences en iode dans notre pays de France, elles sont quand même assez rarissimes. Je tiens vraiment à le préciser, c'est important parce que l'iode, il y a des pays dans le monde, on va dire, où ils sont très très carencés en iode. Et du coup, la supplémentation est indispensable, vous voyez, et avec des doses qui sont carrément pas les mêmes que celles que nous, on va vous conseiller ici en France. Et là où je veux mettre un petit peu l'éclairage là-dessus, c'est que parfois, nous, quand on est sur les réseaux sociaux, on va regarder des comptes qui viennent de l'autre bout de la Terre, dans des zones où l'iode est manquante, justement, et on va peut-être se mettre à admirer le mode de vie en disant « Oh, elle prend ça, elle prend ça, ah ouais, mais ça, il me le faudrait à moi aussi, parce que elle dit que ça lui fait du bien, que ça lui a refait ceci, ça lui a refait cela, donc moi aussi je vais le faire. » Et au final, tu vas le faire toi, tu vas t'intoxiquer. Donc, il faut bien prendre en compte que parfois, notre lieu de vie dépend beaucoup de ce que l'on a besoin, de ce que l'on doit avoir et pas avoir. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'impression qu'il y a une influence géographique, mais si. Et là, c'est le cas en France. Nous, les carences en iode sont jugées comme étant légères. On n'est vraiment pas une zone à risque, d'autant plus que dans mon cas, j'habite vraiment à pas très loin de la mer Méditerranée, donc je suis encore moins à risque. Mais toutefois, le gynéco a quand même jugé qu'il était quand même utile de un tout petit peu me supplémenter en iode. Donc on peut commencer la supplémentation en iode à la toute fin du premier trimestre de grossesse, c'est-à-dire que moi ma supplémentation en iode doit commencer maintenant. Et elle devrait du coup se poursuivre même après la grossesse jusqu'à l'allaitement. Donc pourquoi cette supplémentation ? Parce que les femmes qui sont enceintes ont des besoins en iode qui augmentent un peu plus que d'ordinaire. Encore une fois, là où on n'a pas les mêmes besoins, on va dire, c'est que dans mon cas, j'ai une très légère hypothyroïdie, mais sans être enceinte, vous voyez. Donc, sachant que j'ai une légère hypothyroïdie et que lorsqu'on est enceinte, les besoins sont encore plus importants, ça veut dire que je ne vais plus être normalement au stade de légère hypothyroïdie, je risque d'être en hypothyroïdie, vous voyez. Donc pour éviter ça, je fais partie des gens qui ont besoin vraiment d'iode. Donc pour ce qui est de mes besoins personnels, ils seraient estimés entre 215-230 microgrammes par jour.
Les gélules que moi j'utilise, elles sont dosées à 300, je crois 320 microgrammes, ce qui est un peu plus que la normale, mais malgré tout, pour rester dans un principe de précaution, en fait cette iode, je ne la prends pas tous les jours, vu qu'il y a peut-être un risque que ce soit un peu plus dosé. Je prends un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Donc le problème, si jamais vous êtes carencé en iode et que vous ne vous supplémentez pas, c'est que vous risquez du coup de faire de l'hypothyroïdie, et si vous faites vous de l'hypothyroïdie, ben, vous risquez d'imposer à votre enfant une hypothyroïdie aussi pour lui, sauf que pour lui les conséquences sont assez dramatiques parce que ça peut lui donner un retard intellectuel. Ensuite, bon, ben, pour l'iode, il y a plusieurs façons de consommer de l'iode évidemment. C'est là qu'on va commencer à marcher sur des œufs. Donc moi par exemple, mes compléments, mes gélules sont des huîtres déshydratées de qualité premium. Et je sais que vous êtes là en train de vous dire « Mais c'est pas interdit les fruits de mer et les crustacés pendant qu'on est enceinte ?» Et c'est là qu'on va peut-être pas être d'accord, et c'est là que du coup on voit que je ne suis pas docteur, hein, dans tous les cas qu'il ne faut pas m'écouter parce que ce sont mes convictions personnelles basées sur mes recherches personnelles. Mais je trouve que le principe de précaution en France et en Occident, il est vraiment extrêmement fort et injonctif. On fait peur aux mères, on fait peur aux gens en leur disant « Non, ne faites pas ça, non, ne mangez pas ça, non, non, non ». On te met des stops un peu partout, mais on ne t'explique jamais clairement pourquoi. Et même quand on te l'explique, en fait, moi je trouve ça intéressant de trouver des contre-explications. Et comme ça, au moins, j'ai tous les points de vue et j'arrive à me faire ma propre opinion. Si j'ai pas tous ces éléments, je vous jure que dans la vie courante, j'ai du mal à écouter quelqu'un qui me dit « il faut pas faire ça ». Et en fait, les fruits de mer, les crustacés, c'est pas que c'est interdit pendant la grossesse, c'est que c'est pas trop conseillé. C'est qu'il faut être précautionneux. Il y a des règles à respecter en termes de sélection, en termes d'hygiène. Donc là, je vous ai dit que mes huîtres étaient fraîches de qualité premium. C'est vraiment un endroit, c'est un ostéiculteur qui fait ça, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, en se renseignant un petit peu sur les gens qui produisent ces produits-là, je me suis aperçue qu'on était vraiment dans de la qualité, dans de la fraîcheur. Le risque zéro n'existera jamais les copains. Mais en tout cas, moi j'ai préféré prendre ma source d'iode de manière simple parce que c'est un produit entier, ce n'est pas un produit de synthèse ou dénaturé. On est sur un vrai produit de la mer, on est sur un vrai produit naturel. Et je trouve que ce serait dommage de se priver en fait de tous les bienfaits qu'il y a malgré tout en dehors du petit risque, c'est-à-dire notamment les oméga 3, les protéines, le phosphore, le fer, le zinc, très important pour les femmes enceintes, le zinc, et aussi les oligo-éléments, vous voyez. Après, si vous préférez une alternative végétale, elle existe, c'est la plante, l'algue laminaire en fait, qui s'appelle kelp powder, je crois. On trouvera peut-être plus sur Amazon, des choses comme ça, kelp powder. Et c'est une algue qui vous fournira exactement les mêmes bienfaits, sauf que là il s'agit d'une algue et que moi j'ai préféré prendre l'huître parce que comme dit, il y aura des choses dans l'huître qu'il n'y aura pas dans l'algue. On continue avec des capsules de foie de bœuf déshydraté nourries à l'herbe. C'est un grand accordéon là que je vous ai déplié. Bon, ça encore une fois, c'est absolument pas obligatoire. Ça c'est vraiment mon délire à moi, c'est moi qui me supplémente à ça. Et donc c'est typiquement issu des travaux du docteur Weston A. Price dont j'ai largement eu l'occasion de vous parler sur ma chaîne. Je suis extrêmement convaincue par ces travaux et il y a d'ailleurs toute une étude de fait autour de la façon dont vous pouvez justement avoir une action et une influence sur la construction, la consolidation de votre bébé pour que quand il naisse, il ait le moins de problèmes possible, qu'il soit fort, en bonne santé et avec de très bonnes défenses immunitaires. Déjà, le premier des avantages de consommer du foie comme ça, de bœuf, nourri à l'herbe, c'est très important parce que c'est ça qui va faire que il va y avoir une bonne qualité d'apport de nutriments. C'est qu'en fait, il y a un apport en fer qui est colossal. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont bien plus exposées aux carences en fer, à l'anémie que les hommes, étant donné que voilà, elles ont des pertes de sang tous les mois de leur vie. Et quand elles sont gestantes, c'est un peu pareil. Il faut pouvoir fabriquer vraiment beaucoup de sang pour pouvoir en donner à la fois à votre bébé et à vous sans que vous ne soyez en manque. Et idem lors de l'accouchement, que ce soit par césarienne ou que ce soit par voie basse, du sang on en perd. Donc il vaut mieux en fait prendre largement son temps et anticiper une bonne supplémentation parce que le problème c'est que si vous ne vous supplémentez pas en fer, arrivé le jour de l'accouchement, vous risquez d'être à plat, vidé et on va vous proposer une perfusion voire une transfusion.
Et Dieu sait que le fer, c'est un oligo-élément qui est assez compliqué à faire remonter quand on est vraiment à plat, à faire remonter et parfois même à fixer, vous voyez. Donc on prend notre temps, on a le temps, on anticipe, on se supplémente et tout ira pour le mieux en principe. Donc moi j'aurais tendance à conseiller, sans être personne encore une fois, j'aurais tendance à conseiller à partir entre le 4e et le 6e mois. Voilà, parce qu'il faut à peu près 3 mois, encore une fois, pour que vous ayez bien remonté vos batteries, on va dire. Donc si de base vous êtes quelqu'un de très anémié ou très carencé, vous commencez un peu plus tôt à vous supplémenter. Si ce n'est pas le cas, bon, vous pouvez patienter jusqu'au 6e mois d'après moi. Et par contre, il sera important de poursuivre la supplémentation jusqu'à 3 mois après l'accouchement pour exactement les mêmes raisons. Vous allez perdre du sang, il va falloir que vous vous refassiez un bon stock solide, donc on se fait aider. Au niveau du foie de bœuf, alors là j'ai une longue liste, je suis désolée, je vais devoir vous la lire. Le foie de bœuf va contenir de la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9 et B12. Pour vulgariser un petit peu tout ça, en fait, ça va vous permettre de fabriquer de l'ATP. L'ATP, c'est une transformation induite par l'énergie, donc l'énergie que vous allez consommer peut se transformer en ATP. L'ATP, ça va être le méga boost, quand vous tapez un méga sprint parce que y a quelqu'un qui est à vos trousses, vous allez, même si vous êtes très fatigué, avoir une force surhumaine, vous allez développer des capacités physiques hors du commun. Et le truc, c'est que l'ATP n'a pas de stock. Donc on n'a pas de stock d'ATP, mais par contre, on peut avoir des stocks d'énergie. Et c'est bien d'en avoir parce que c'est cette énergie qui, du coup, va produire sur le moment, quand vous allez avoir besoin, d'ATP. Dans le foie de bœuf, sinon, il y a également beaucoup d'antioxydants. Et ça réduit également les inflammations en tout genre. Donc ça, c'est quand même assez bien, assez bénéfique, surtout si on souffre au niveau des articulations ou de que sais-je encore. Vos inflammations seront réduites. Ça renforce également les os grâce à la vitamine K2 qui est à l'intérieur, parce que ça permet finalement à cette vitamine-là d'amener le calcium directement dans les os en fait. Voilà, c'est comme un vigile qui vous ramènerait directement à votre place, c'est-à-dire dans les os, et ça va éviter qu'il y ait de la perte de calcium en restant comme ça errante dans les artères. Il y a également un minéral qui s'appelle le molybdène qui permet de faire une détoxification de votre organisme et du coup de préserver un peu mieux votre bébé. Il y a également du CoQ10 qui lui va permettre justement d'avoir une bonne santé cardiovasculaire qui est assez ralentie et en souffrance quand on est enceinte encore une fois. Mais, et il faut que j'en parle parce que ça reste important, il y a aussi un apport en vitamine A. Et ça, la vitamine A en général pendant les grossesses, c'est pas du tout recommandé parce que on prétend que c'est à l'origine de certaines malformations. Il y a un risque de malformation. Alors ce risque, il n'est pas très important, mais il existe. Donc toujours dans le principe de précaution, on évite d'en prendre. Alors moi je suis d'accord qu'on va éviter de se supplémenter avec des gélules de vitamine A où il n'y a que de la vitamine A dedans, mais là vous voyez bien qu'il s'agit d'un complément qui est complet, issu du foie de bœuf. Le foie de bœuf, je veux dire, c'est ancestral. Il y a des pays où les femmes enceintes, on leur donne vraiment ça à manger pour les renforcer. Donc encore une fois, le bénéfice-risque sur un produit comme le mien, en tout cas, me paraît minime. Puis voilà, pour être vraiment dans l'intoxication à la vitamine A, il faut des quantités surréalistes, ce qui n'est clairement pas mon cas en termes de consommation. Bon, après c'est assez rare d'être carencé en vitamine A, mais là vous avez bien compris que je ne prends pas ce complément alimentaire pour avoir de la vitamine A, c'est pour avoir vraiment tout le reste. Il en contient un peu, soit, vous savez, il y en a aussi dans les carottes de la vitamine A, donc... Et je terminerai cette longue vidéo avec les probiotiques. Voilà, prébiotiques, probiotiques, mais plus particulièrement, déjà les probiotiques c'est bien. Donc les probiotiques en fait ce sont des micro-organismes qui vont venir coloniser vos intestins et qui va permettre une meilleure perméabilité aux nutriments. Donc ça c'est assez important, surtout si vous souffrez de ballonnement pendant votre grossesse, que vous avez un peu des problèmes intestinaux, que vous avez aussi des problèmes de constipation. Vraiment le probiotique c'est le produit qui peut arranger pas mal de choses. Mais là où le probiotique est très important et la raison surtout pour laquelle moi je l'utilise, c'est que du coup, s'il vient coloniser vos intestins, ils vont également venir coloniser les intestins de votre bébé. Et ils vont lui donner du coup un genre d'immunité, un genre de résistance intestinale qui fait que quand bébé va naître,
Il risque déjà d'éviter le muguet. Donc vous savez, le muguet, c'est ce qu'on va retrouver surtout dans la bouche et dans les muqueuses comme ça du nourrisson, au contact justement des bactéries qu'il y aura dans votre vagin, de vos mycoses, de vos je n'en sais trop rien. Et les probiotiques traitent les intestins, mais traitent aussi, on va dire, la flore vaginale. Je crois que ça marche de pair. Donc finalement, votre bébé a une chance d'être épargné par le muguet, la contamination, et ça va plaire aux mamans. Il se dirait, par des sources et des études très sûres, très sérieuses, qu'une prise de probiotiques par la maman avant l'accouchement permettrait du coup à l'enfant d'avoir des intestins qui toléreraient mieux le lait et qui par conséquent ne feraient pas de coliques. Il y a des enfants qui ne font pas de coliques grâce au fait que la maman ait consommé des probiotiques. Voilà, c'est quand même dingo, je trouve. Donc pourquoi ne pas essayer après tout, vu que ça ne lui fait aucun mal dans tous les cas. Moi j'ai clairement envie d'essayer. Après c'est vrai que je n'ai pas du tout eu ce problème avec ma précédente grossesse parce que je donnais un lait de chèvre. Et ce lait de chèvre a toujours été extrêmement digeste pour ma fille. Elle a toujours fait ses nuits dès qu'elle est née. Dès qu'elle est née, elle a fait ses nuits. Et elle ne s'est jamais tordue de douleur ou plein du ventre. Jamais. Donc vu que cette fois-ci j'aimerais faire quelque chose d'assez mixte, entre mon lait et le lait de chèvre encore une fois, j'ai bien envie aussi d'essayer d'intégrer les probiotiques en plus pour me donner toutes les chances en fait que ces petites variations de lait ne perturbent pas du tout les intestins de bébé et que voilà, ils vivent bien et en bonne santé tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura amené certaines informations utiles. Je le répète, consultez un vrai professionnel, parlez-lui un peu de tout ce que je dis et n'hésitez pas à prendre son avis parce que c'est son avis qu'il faudra retenir avant toute chose. Au moins vous avez une petite idée de comment moi je fonctionne et puis voilà, ça sert aussi à ça internet, ça sert à partager ce que font les uns et les autres. Donc encore une fois merci pour votre écoute et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!